Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Moras sur Radio IDFM avec Philippe et Christophe à la technique ce matin. C'est le bar de l'économie en direct jusqu'à 11 h. Merci d'être avec nous et bienvenue sur IDFM 98, idfm98.fr ou en vidéo live sur Facebook, page bar de l'économie. Je suis très heureuse de vous retrouver et de passer ces 90 minutes en votre compagnie. Aujourd'hui, mardi 26 janvier, nous allons parler de distribution de parfums et cosmétiques à l'échelle internationale, mais aussi d'analyse géopolitique pour nous aider à mieux comprendre le monde de ces dernières semaines. Et pour développer ces sujets, avec nous dans le studio, David Dayan. Bonjour David. Bonjour Jacqueline. David, vous êtes le dirigeant de Beauté Luxe. Vous êtes le président de Beauté Luxe, oui, tout à fait. Leader dans la distribution en travel retail de parfums et cosmétiques. Et nous allons découvrir avec vous cette industrie qui battait tous les records de croissance il y a encore un an, qui aujourd'hui connaît la crise la plus grave qui soit dans l'histoire de ce marché. Mais nous verrons que vous restez positif et vous nous expliquerez pourquoi. Avec plaisir. À vos côtés, Gérard Vespierre. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Nos auditeurs vous connaissent, Gérard, puisque j'avais eu le plaisir de vous recevoir fin décembre. Mais je rappelle que vous êtes chercheur, conférencier en géopolitique, fondateur d'un média web indépendant, Le Monde Décrypté. Et parce que vous faites de la projection géopolitique à partir de faits concrets, je vous ai demandé de venir nous éclairer sur plusieurs événements marquants qui se sont déroulés ce mois de janvier. Merci de votre invitation. Bienvenue et merci à tous les deux pour votre présence en direct sur Radio IDFM. Vers 10 h, notre expert en communication Étienne Barrier de Unique Production nous présentera sa chronique qui concerne aujourd'hui Google My Business. Mais pour l'heure, voici l'info du jour. Alors, Covid oblige, je vous parle du couvre-feu avancé pour savoir s'il a été efficace dans les départements concernés. Ils ont été les pionniers. 15 départements de l'Est et Sud-Est où le couvre-feu a été avancé à 18 h dès le 2 janvier pour tenter d'y stopper une diffusion galopante du Covid-19. Depuis, ils font figure de modèle pour le gouvernement dans la conception de la stratégie nationale de lutte contre l'épidémie. Le 16 janvier, au moment de la généralisation du couvre-feu à 18 h sur l'ensemble du territoire métropolitain, l'exécutif martelait que la mesure avait porté ses fruits. Le 19 janvier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, affirmait que le nombre de contaminations avait reculé de 16 % sur une semaine dans les 15 départements pionniers. Et soulignait alors au micro de France Inter, le nombre de nouveaux diagnostics est plutôt en baisse. Cela ne fera pas reculer l'épidémie sur un temps court, mais ça permet de la stabiliser. À l'heure où la question d'un troisième confinement est sur la table, l'efficacité du couvre-feu avancé est devenu l'un des principaux critères de décision. Pour l'ensemble du pays, les données manquent encore. L'exécutif espère en savoir plus mercredi pour le prochain conseil de défense consacré à l'épidémie. Il est en revanche possible de voir l'évolution des indicateurs épidémiques dans les 15 premiers départements concernés. Premier constat conforme à ce qu'a déclaré le ministre de la Santé, il n'y a pas eu de recul de l'épidémie, puisque le taux d'incidence qui a été mesuré est passé de 267 à 274 cas hebdomadaires pour 100 000 habitants entre le 2 et le 21 janvier, date des dernières données disponibles, ce qui représente une hausse de 3 %. La circulation du virus a donc gagné en intensité, mais à un rythme bien moins élevé que dans les autres départements, pour lesquels ce même taux est passé de 130 à 197 cas, soit une progression de plus de 50 %. De quoi, là encore, confirmer les propos du ministre de la Santé sur une stabilisation de l'épidémie. Si la situation est ainsi particulièrement encourageante dans les Ardennes, où le taux d'incidence a connu une baisse importante et quasi constante pour passer de 338 à 220 cas pour 100 000 habitants du 2 au 21 janvier, les Alpes-Maritimes ont connu une trajectoire inverse, avec un taux d'incidence qui a bondi de 338 à 439 avant de se stabiliser. La situation épidémique a suivi la même tendance dans la Nièvre et la Saône-et-Loire. Si le couvre-feu à 18 h semble donc avoir permis une stabilisation telle qu'annoncée par l'exécutif, ses effets ont été inégaux.
Sous la menace de variants plus contagieux du Covid-19 qui laissent craindre une brusque flambée épidémique dans un contexte de forte tension hospitalière, le bilan est mitigé. Si le gouvernement arrive à une conclusion similaire à l'échelon national, la perspective d'un reconfinement pourrait fortement gagner en crédit. Alors voilà, j'ai tenu à lire cette info parce que de plus en plus on entend parler de reconfinement dans les prochains jours. Qu'en pensez-vous, David Dayan? C'est un sujet extrêmement complexe. On voit bien que les politiques naviguent à vue. Oui. Je pense que malheureusement le corps médical également. Oui. Je crois que personne n'a vraiment la solution. Ça évolue tous les jours. Donc je ne suis pas épidémiologiste, donc je ne vais pas me prononcer sur ce côté-là. Il est certain que moi je regarde plus le côté économique de la chose. Et je crois que malheureusement, on pense très fort aux restaurateurs qui souffrent énormément, mais toutes les corporations telles que les spectacles, les salles de spectacle, les cinémas, oui, tout l'événementiel. Tout l'événementiel est carrément touché de plein fouet, également mon activité bien évidemment. Mais je crois que la première chose c'est la sécurité des Français. Et je crois que de voir mourir des gens tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir. Donc je crois que tout le monde doit faire l'effort nécessaire pour essayer de, en tout cas, ralentir, si ce n'est stopper cette épidémie. Ce couvre-feu avancé à 18 h, vous l'appliquez dans votre entreprise? Bien évidemment, bien évidemment. On a complètement modifié nos horaires de travail. Mes collaborateurs partent à 16 h. Ah oui. Oui, le temps, parce qu'ils commencent à 9 h, donc les magasins ne sont pas ouverts à 9 h. Donc le temps qu'ils rentrent chez eux, qu'ils fassent quelques courses, parce que là aussi pour eux, il faut penser à la vie de famille. Donc oui, bien sûr, on a adapté nos heures, on fait des roulements de personnel, enfin, on essaye de s'adapter pour que tout le monde essaye de trouver un petit bien-être dans ce moment difficile. Oui, son rythme. Merci David Dayan. Je rappelle que vous êtes le président de Beauté Luxe. Gérard Vespierre, vous souhaitez intervenir sur cette info? Écoutez, oui, c'est une situation très très difficile et je pense qu'il faut être très très prudent. Il y a trop de commentaires qui se développent de la part de gens qui sont peu au fait de cette situation. Ils ne sont pas des experts. Voilà, et non seulement cela, mais je crois qu'on sait, comme le disait notre interlocuteur David tout à l'heure, nous sommes dans une situation de complexité. De complexité et de mobilité permanente. C'est-à-dire qu'on ne sait pas la semaine suivante ce qui va se passer dans l'arrivée d'un virus modifié, etc. Donc il faut être très humble. Les donneurs de leçons devraient retourner à l'école, il faut en profiter, ils sont encore ouverts. Donc voilà, je pense que c'est là, il faut être humble, il faut être solidaire, parce que le problème n'est pas que français, il est mondial. C'est ça. Donc humilité, solidarité, efficacité. Merci à tous les deux pour vos points de vue. Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes le fondateur du Monde Décrypté, un site web indépendant. On fait une pause et on se retrouve juste après. Si vous avez trop chaud, on peut ouvrir. Non, c'est bon. Je trouve exaspérant tous les plateaux que l'on voit sur les CNews, les BFM, etc. Les donneurs de leçons. Non, mais vis-à-vis des gens, des fois on se demande pourquoi ils donnent leur avis. Un généraliste par rapport à, il essaye de convaincre un spécialiste. Moi je comprends pas. Oui, la logique. Oui, mais t'es généraliste, lui c'est son métier. Et l'autre il dit mais non, faut pas faire comme ça. Alors, franchement. Oui, non, mais tout le monde est sachant. On ne sait rien. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Comme vous l'avez dit très justement, c'est mondial. Donc, ah oui, je peux vous dire que moi, j'ai quand même, je parcours, j'ai des bureaux partout. À Singapour, apparemment, ils n'ont pas de cas. Ah oui. Zéro. Ils n'en ont jamais eu? Alors si, ils en ont eu, mais le gouvernement singapourien a tout de suite fermé toutes les frontières, etc. Le régime est carré là-bas. Oui, le régime est... Il ne faut pas mettre un papier par terre. Les frontières, il aurait fallu faire tout de suite. Bien avant, oui, bien avant, parce qu'on le voit bien aujourd'hui avec l'Angleterre, et maintenant c'est le Brésil, le nouveau cas brésilien, il a l'air aussi d'être assez virulent. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est déjà 1 mois ou 2 qu'on connaissait le variant africain. Mais là, la semaine dernière, ils ont découvert un nouveau variant au Brésil. Enfin, on se rend compte que, voilà,
c'est Ça comme bouge. ça. Alors là, ce que j'ai entendu hier, une fois de plus, je ne répète que ce que j'ai entendu, c'est que les épidémiologistes disent que le vaccin est valable sur tous les variants pour l'instant. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est déjà une Oui. bonne chose. Voilà, les producteurs ont confirmé. Ouais. C'est Emma Domas, Les jeunes filles en fleurs. Ah, super. Ça c'est gentil, c'est gentil. Ouais. Ça égaye le matin. Ouais. On sent le printemps qui arrive. Ouais. Ouais, c'est pour jeune, c'est pour jeune. Ouais. Mais les sujets de Jacqueline sont infinis. Hein. De la Dark Kitchen Oui, au ça Covid-19. vous a marqué, hein, les Dark Kitchen. Aussi diversifié que le monde décrypté. C'est un de ses nouveaux titres. Ouais, c'est son Ouais. dernier. Christophe m'a demandé de mettre ça. Ouais. Il aime bien les trucs de gamin. Ah, Musique. bah, moi j'aime bien aussi. Avant, il était vachement plus rock and roll que ça. Ouais. Emma Domas. Non, mais C'est vrai, bien, oui. c'est- Bah, j'aimais bien son premier Ouais, morceau. ouais, là. c'était bien, c'était rock là. Là, c'est. Alors, C'est la guimauve. on est obligé. C'est assez mielleux. Hein. Oh, ça craint. Attention. À l'antenne de Radio IDFM, Emma Domas, son nouveau titre, Les jeunes filles en fleurs. C'est le bar de l'économie et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir David Dayan, président de Beauté Luxe, leader dans la distribution de parfums et cosmétiques, Gérard Vespierre, chercheur et conférencier en géopolitique, fondateur d'un média web indépendant, Le Monde Décrypté. David Dayan, rebonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Avant de nous parler de Beauté Luxe, pourriez-vous nous retracer votre carrière qui a débuté, je crois, par des études en gémologie dans un prestigieux institut américain? Oui, c'est un accident de parcours, on va dire. Non, j'ai effectivement étudié la gémologie aux États-Unis. Après, j'ai intégré l'université de Berkeley, Ouais. où j'ai fait un MBA en marketing international. Et je suis revenu en France. Et c'est là où j'ai eu la chance d'être embauché par une très belle et prestigieuse maison de luxe qui s'appelle Van Cleef & Arpels. D'accord. Et, Donc dans le diamant, tout à fait, enfin dans la joaillerie. enfin dans la joaillerie. Dans la joaillerie. Ouais. Et j'ai eu la chance de prendre la responsabilité du bureau d'achat basé à Bangkok. Donc je suis allé vivre 4 ans en Thaïlande. Et j'ai eu par la suite la chance de rencontrer un très grand monsieur que vous connaissez tous qui s'appelle monsieur Hubert de Givenchy, qui m'a, on va dire, pris à son service. Ouais. Voilà, je suis resté 8 ans dans le groupe. Par la suite, une fois de plus, les hasards de la vie font qu'on rencontre des gens des fois exceptionnels. Et j'ai eu la chance de rencontrer un autre monsieur tout à fait exceptionnel qui s'appelle monsieur Bernard Lacoste, qui m'a proposé d'intégrer son équipe pour développer un secteur d'activité que je connaissais déjà un petit peu grâce à mon parcours, qui est celui du travel retail, ce qu'on appelle plus communément les duty free, Ouais. que tout le monde connaît. Et j'ai eu la chance pendant 14 ans de développer cette marque casual et un peu fashion bien évidemment. Et par la suite, j'ai décidé de devenir entrepreneur, c'est des choses qui arrivent. Et ça fait maintenant 15 ans que j'ai mon entreprise de développement en duty free et maintenant sur les marchés locaux également, sur des marques de parfums, cosmétiques et fashion.
Je retiens que vous dites toujours j'ai eu de la chance, donc c'est merveilleux parce que on a l'impression que votre carrière s'est passée comme un enchantement. Ah, mais ça a été un enchantement. Si je devais la refaire, je pense que je referais exactement la même chose. Ouais. De rencontrer des gens merveilleux à travers le monde. J'ai eu cette chance qui sûrement était dans mon ADN, étant fils de diplomate, de voyager. Et j'ai eu la chance, je crois, vraiment, là c'est vraiment une grande chance de visiter à peu près tous les pays du monde. Alors aujourd'hui, après avoir vécu 10 vies, hein, vous présidez donc Beauté Luxe. Nous l'avons dit, leader dans la distribution de parfums et cosmétiques sur les marchés du travel retail. Et plus précisément, vous œuvrez, je crois, en Afrique, en Asie-Pacifique et Europe de l'Est, c'est ça? Oui, on a commencé en fait, notre base est à Dubaï. Oui. Je suis moi-même résident Dubaï. Et bien sûr, Dubaï est devenu le premier aéroport dans le monde en termes de chiffre d'affaires. Ah oui. Et ils ont su créer ce que nous on appelle un hub, où les avions s'arrêtent pour faire des transits et partir vers d'autres pays. Et c'est le seul aujourd'hui aéroport au monde qui réalise 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Qui est réalisé, on va dire, parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus complexe. Et donc je me suis installé là-bas parce que je trouvais simple pour moi, c'était un pont entre l'Asie et l'Europe. Tout naturellement, on s'est tourné vers l'Afrique. J'y ai vécu 9 ans, donc je connaissais bien. Des groupes importants, comme le groupe Orange, m'a demandé de les aider à développer leurs produits sur l'Afrique. Et j'ai eu la chance avec ce groupe de voyager dans plus de 40 pays africains, ce qui m'a permis de bien connaître ce secteur d'activité. Vous étiez où en Afrique? Alors moi j'ai vécu à Abidjan et j'ai surtout vécu pendant 7 ans en Centrafrique. D'accord. Alors pour revenir à Dubaï, en préparant le dossier, j'ai lu une anecdote amusante dont vous parlez. Vous dites que les gens sont tellement occupés à faire leurs achats qu'ils en oublient de prendre l'avion. Oui, cet aéroport a été construit et réalisé, bon, bien sûr avec l'aide du Cheikh El Maktoum, mais surtout par un homme qui s'appelle Colm McCollin, qui a su développer et intéresser la compagnie aérienne qui est Emirates, qui est une des plus grandes compagnies au monde aujourd'hui, en tout cas la plus grosse en termes d'avions A380. Et ils ont su créer ce hub. Ça a été un cheminement tout à fait spécial. Ils ont créé le hub, c'est-à-dire qu'ils ont proposé des billets d'avion à des tarifs extrêmement attractifs pour aller au même endroit où vous vouliez aller, simplement vous aviez un stop à faire. Alors c'était très intelligent parce que ces avions partaient de n'importe quelle destination, s'arrêtaient à Dubaï, vous aviez une connexion en 1h30, donc voilà, pour des fois des billets 50% moins chers. Par contre, quand vous reveniez de vos vacances, vous vous arrêtiez une fois de plus à Dubaï, et là, vous aviez 4 ou 5 heures d'attente. Ah oui. Pour reprendre votre avion. Et 4 ou 5 heures dans un aéroport, croyez-moi, tout le monde dépense de l'argent. C'est sûr, on doit acheter des valises en plus pour... Oui, en plus de ça, vous savez, on va dans les aéroports, on sait très bien que globalement, je dis bien globalement, les prix sont plus intéressants puisqu'ils sont hors taxes. C'est ça. Il y a des promotions, vous avez ce qu'on appelle communément dans notre métier des TREX, c'est-à-dire des Travel Retail Exclusive Products, et où vous allez trouver des produits que vous ne trouverez pas sur les marchés locaux. Donc les gens sont toujours très intéressés de faire des boutiques, et c'est comme ça qu'un aéroport comme Dubaï a atteint 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je crois même que c'est Dubaï complètement qui est en vente sans TVA, c'est ça? Alors malheureusement, plus aujourd'hui, oui. Ah oui. Depuis maintenant 3 ans. Ouais. On a une TVA à 5% sur les Émirats, mais ça reste toujours très abordable et très intéressant. Mais c'est surtout la dépense de ces passagers ou des gens qui s'arrêtent est quand même assez colossale, puisque à Dubaï, elle se situe aux alentours de 57 $ par passager, alors que, pour vous donner une idée, en France, on est à 20 € à peu près sur l'aéroport de Roissy. Oui, et il y a une moyenne de 12 millions de voyageurs, c'est ça qui arrive à Dubaï? Alors, non, beaucoup plus que ça. Beaucoup plus? Beaucoup plus que ça. En fait, aujourd'hui, comme je vous ai dit, il faut compter les arrivées et les départs, puisque vous êtes en transit. Donc, si vous voulez, en termes de passagers, pour nous, ce qu'on appelle du PAX, en termes de PAX, on est à presque 40 millions sur l'aéroport de Dubaï.
Ouais, c'est à 57 euros, le 57 Alors, dollars. tout le monde n'achète pas, mais, Oui. mais Oui, en c'est tout la cas, moyenne. le taux de conversion, ce que nous appelons le taux de conversion, c'est qu'un passager ait cette envie d'acheter et achète. Ce taux de conversion à Dubaï est excellent par rapport aux autres aéroports du monde et c'est très attractif. Alors, Dubaï a vraiment été, entre guillemets, le Las Vegas des aéroports où vous pouviez gagner $1 million, où vous pouviez gagner des voitures de luxe. Et ça a vraiment amené un attrait dans Oui, l'activité supplémentaire. travel retail. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Dubaï? Bah aujourd'hui, il se passe à Dubaï ce qui se passe un peu partout dans le monde. Les compagnies aériennes, en gros, ont réduit leur rotation et leur vol de 75%, voire 80%. Donc, compliqué, on va dire. Compliqué pour tout le monde, c'est un effet domino, malheureusement. Les compagnies aériennes gagnaient de l'argent, je dirais pas avec les passagers économiques, car les prix étaient très attractifs. À l'époque, on avait des allers-retours Paris-Dubaï sur Emirates à 400 €. Oui. Donc c'était vraiment très attractif. Donc bien évidemment, les compagnies ne gagnent pas d'argent avec un passager économique. Par contre, ils gagnent de l'argent avec un passager business, où là les prix sont beaucoup plus importants et Emirates Airlines sont employés d'avoir des business class complètement remplis. Je suis rentré de Dubaï il y a 2 semaines. Pour vous donner une idée, on était 4 en business class, Ah ouais. sur 72 sièges. Oui, alors que d'habitude, c'était complet. D'habitude, c'était complet. Donc, cet argent n'arrive plus dans les caisses des compagnies aériennes. Vous avez aujourd'hui toutes les compagnies aériennes qui ont cloué un nombre d'appareils au sol et qui ne sont pas prêts à les faire revoler parce que je dirais que malheureusement, l'avenir n'est pas tout à fait rose. Et ça va mettre en péril un grand nombre de compagnies aériennes. Ça, c'est une certitude. L'effet domino va arriver un petit peu plus tard, mais nous, on s'attend à ce qu'au moins 50% des compagnies aériennes déposent leur bilan. Carrément. Alors, malgré tout, et je l'ai dit en préambule, pour vous, la profession avait une croissance à 2 chiffres, mais vous restez quand même positif. Alors, expliquez-nous ce qui fait que vous avez cet engouement. Écoutez, aujourd'hui, je crois qu'il faut être positif. Je crois qu'il faut être comme un lépidoptère, c'est-à-dire qu'il faut savoir changer et on s'est adapté. Je crois qu'il va falloir s'adapter puisque certaines présidents de compagnies aériennes annoncent que la normale 2019 ne reviendra que dans 10 ans. Ah oui. Donc nous avons essayé, d'abord on est allé vers une autre activité travel retail qui sont les border shops. Les border shops sont des magasins à la frontière que vous avez lorsque vous êtes en voiture et vous arrêtez et vous achetez au même titre qu'un aéroport. Et donc les avions étant très limités, les gens ont pris maintenant leur voiture pour faire des distances bien sûr courtes ou moyennes et on a vu les ventes dans nos magasins border augmenter très fortement. Bien sûr, le e-commerce, ça je pense que tout le monde est au courant, c'est aujourd'hui la course pour être le plus apte à pouvoir vendre des produits en e-commerce. C'est pas toujours facile, mais oui, moi je suis très positif. On continue à développer, on continue à trouver des solutions pour vendre nos produits. Alors, dans le peu de passagers au niveau aéroport, on a mis en place des tablettes, on a mis en place des écrans tactiles. Enfin, on a essayé vraiment tout de suite de réagir par rapport à cette maladie et à ce Covid qui se surmultiplie à travers la planète. Et moi, je suis en tout cas aujourd'hui très positif sur le futur par rapport à l'adaptation qu'on va avoir. C'est ça. J'ai pu voir que vous aviez investi plus de 4 millions en 2019. Ce sont des fonds propres Alors oui, tout à fait. En fait, notre groupe est complètement en fonds propres. Nous avons, oui, décidé d'investir parce que les détaillants ou les magasins que vous pouvez voir aujourd'hui en aéroport ont été touchés de plein fouet, pardon, excusez-moi. Et on a dû leur amener des solutions parce qu'eux ne pouvaient pas les trouver. Donc, comme je vous ai dit, c'était à vous de trouver. On est arrivé, on a bien sûr prolongé les délais de paiement parce que c'était pas pour possible de nous régler. On a également donc mis en place tout le digital, on a mis en place des vendeuses, on leur a offert beaucoup de gel hydroalcoolique, on leur a offert des masques. Voilà, il faut aujourd'hui aider nos détaillants à faire en sorte que les gens puissent continuer à travailler. Bien sûr. Alors, votre travail, vous, c'est aider les marques à décrocher des emplacements, on l'a bien compris.
Alors en fait, mon travail est celui d'un distributeur, c'est-à-dire que les Oui. marques nous confient souvent de manière exclusive leur distribution sur des secteurs d'activité. On va prendre le cas d'un groupe comme L'Oréal. L'Oréal nous a confié leur distribution il y a maintenant 2 ans sur 57 pays d'Afrique. Et donc, on s'occupe de mettre en place tout ce qui est vitrine, tout ce qui est animation, tout ce qui est événements dans les aéroports pour le groupe L'Oréal, entre autres. Nous avons également Hermès. Donc, voilà, pour toutes les marques du groupe, on essaye de développer. On s'est développé maintenant il y a 4 ans sur les pays de l'Est. Nous faisons la même chose. Et nous venons d'ouvrir il y a 2 ans notre filiale en Asie, basée à Singapour, où nous travaillons sur le Vietnam, sur le Laos, sur le Cambodge, de la même façon. Ces marques que vous citez, c'est vous qui êtes allé les chercher ou ce sont eux qui viennent vous trouver en disant voilà, je voudrais que vous vous occupiez de notre distribution? C'est toujours très difficile de dire ça, mais non, c'est plutôt eux qui sont venus nous chercher. C'est vrai. Voilà, parce qu'une fois de plus, on a une connaissance et une analyse de ces marchés que les marques n'ont pas. On va dire que les marques sont des généralistes. Nous, on est des spécialistes. Donc, on sait, on connaît d'abord un réseau de distribution, ça c'est très important. On a des gens qui voyagent et on a beaucoup d'équipes sur place qui tournent à travers les aéroports, à travers les bateaux aussi, puisque nous vendons sur les croisières. Et on fait aussi les ventes à bord au niveau des avions. Donc on a des gens qui voyagent et qui sont tout à fait capables de développer ce business, et ce que ne sont pas capables de faire, en tout cas moins capables de faire les marques de luxe. Alors, nous avons bien compris que vous avez des bureaux dans le monde entier. Votre staff, lui, est en France. Et ça représente combien de personnes, Beauté Luxe? Aujourd'hui, Beauté Luxe, ça représente plus de 400 personnes dans le monde. Ah oui. Mais on fait partie d'un groupe où nous sommes 18 000 personnes. D'accord. Voilà, donc notre partie, on va dire, distribution de parfums et cosmétiques, on est aujourd'hui leader de la distribution en Inde, au Népal et au Sri Lanka. On a plus de 6 000 points de vente. Et on a bien sûr les marques qui nous accompagnent depuis des années, puisque nous avons commencé la distribution, le groupe a commencé la distribution de parfums en 1942. Donc c'est pas... Ah oui. C'est pas récent. Voilà, et oui, en fait, les bureaux, nous avions des bureaux sur les Champs-Élysées, qu'on a toujours d'ailleurs, mais dû au Covid, on a complètement modifié notre infrastructure et nous avons pris de nouveaux bureaux et entrepôts dans la région parisienne pour pouvoir servir nos clients. Parce que bien évidemment, le métier en lui-même a complètement changé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut s'adapter. Avant, nous livrions des palettes entières de parfums dans tel ou tel aéroport du monde. Aujourd'hui, moins de passagers, ça veut dire bien sûr moins de commandes. Et donc aujourd'hui, les distributeurs, enfin les points de vente, excusez-moi, les points de vente commandent ce qu'on appelle du groupage. Alors, ils achètent un peu chez moi, un peu chez mes confrères, etc. pour pouvoir rentabiliser leur envoi. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé de monter des entrepôts en région parisienne. D'accord, donc là vous faites tout venir dans les entrepôts Voilà, et ensuite pas vous... tout, on fait venir Oui. environ 20% maintenant de nos ventes sur le marché français, et sinon 80% repart à l'export dans nos filiales, que ce soit à Singapour, Dubaï ou directement sur l'Afrique. Alors je voudrais revenir aussi sur un point de votre métier dont vous dites qu'il est parfois risqué, surtout concernant les nouveaux marchés et notamment en Afrique. Parce qu'il y a de l'instabilité politique, peut-être même du terrorisme. Comment vous gérez ces situations? Au fur et à mesure, un peu comme malheureusement le Covid, nous devions ouvrir une très belle boutique à l'aéroport de Bamako, la veille de l'ouverture qu'on connaît au Mali. Et donc bien sûr l'aéroport a été complètement fermé. Donc voilà, je crois que la force de notre groupe, c'est celle de l'adaptation. On est obligé, ça je pense que Gérard le sait, de suivre un peu tout ce qui est géopolitique aujourd'hui, parce que c'est très important, c'est important pour la monnaie, parce que vous avez des monnaies qui se dévaluent extrêmement vite aujourd'hui, on a un euro extrêmement fort par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis du dollar. Donc bien sûr, nous avons au sein de notre groupe des spécialistes qui sont là pour analyser les risques, et on essaye de suivre un petit peu ce qui se passe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le premier problème, c'est celui du Covid, de savoir est-ce que... On pense qu'il y a plus de 50% des aéroports qui vont fermer.
Ah oui, aussi. Bien sûr, pas de passagers, pas de rentrée financière, pas de taxes. N'oubliez pas une chose, il y a beaucoup de choses qui ont fait vivre des États qui s'appellent des visas. Oui. Et aujourd'hui, vous avez des pays qui n'ont plus aucun touriste, n'ont plus aucun visa. La Thaïlande, au niveau touristique, a perdu 80% de ses revenus. Donc ça, derrière, et une fois de plus, c'est l'effet domino. Vous avez des centaines de métiers qui sont touchés, des gens qui ne vont plus. Quand vous allez aujourd'hui au Caire, il n'y a plus personne qui visite les pyramides, hein, puisqu'il n'y a pas de touristes. Donc tous ces gens-là qui faisaient visiter des guides, les boutiques autour des pyramides, n'ont plus d'argent. Et vraiment, je crois que c'est tout le problème aujourd'hui de tous les gouvernements, de gérer la problématique santé par rapport à la problématique économique. C'est ça, oui. Et on ne sait pas aujourd'hui quelle va être la plus terrible. Alors, il y a des salons qui sont prévus là, dans les mois prochains. Vous pensez qu'ils vont avoir lieu? Alors écoutez, on a annulé bien sûr tous les salons l'année dernière. La bonne nouvelle, c'est que l'être humain s'adapte à tout. Et donc, je pense que les dirigeants de ces salons, et notamment le premier salon qui s'appelle le TFWA, s'est organisé. Ils ont un nouveau président depuis quelques semaines. Et les deux salons principaux, celui de l'Asie et le salon mondial. En Asie, c'était à Singapour, mais étant donné le confinement de Singapour, il a été déplacé. Et il va être sur l'île de Sanya, en Chine, qui est une île duty free, qui a réalisé des chiffres absolument colossaux ces derniers temps, alors avec beaucoup d'avantages financiers offerts par le gouvernement, mais pendant la Golden Week, Sanya et les duty free de Sanya ont réalisé plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en un week-end. D'accord. Et de l'autre côté, nous allons, enfin ça a été confirmé il y a quelques jours, reprendre le salon du tax free à Cannes, qui est le salon mythique du tax free, puisque tous les duty free du monde se déplacent et viennent rencontrer les marques de luxe lors de ce salon, et il a été confirmé qu'il aurait bien lieu normalement au mois d'octobre cette année. Oui, en espérant que, avec peut-être plus de gens vaccinés, il pourra avoir lieu. Il y aura plus de gens vaccinés. Je pense que maintenant les mesures de distanciation sont connues. On va pouvoir mettre en place sûrement des choses pour en tout cas assurer la sécurité sanitaire des gens. Quels sont vos besoins aujourd'hui, David Dayan, dans votre profession? Écoutez, des besoins, on en a en permanence. On évolue, comme je l'ai dit. Donc là, on vient de recruter sur la France 6 postes. Et on recherche toujours des âmes courageuses. C'est ça, vous avez des offres d'emploi à proposer Écoutez, là, on a une offre d'emploi qui était d'une assistante de direction pour nous épauler sur la France, parce que la France, ce centre de profit est en train de grossir, dû au nouveau mode de distribution. On va avoir sûrement besoin de renforcer notre pôle logistique également, parce que là aussi la France devient un pôle important pour nous. Nous allons rechercher aussi des expatriés. On va prendre des gens pour les envoyer dans nos filiales, que ce soit Dubaï ou Singapour. Donc on est en recherche permanente de candidats. Et voilà, et je suis quelqu'un un petit peu d'atypique au niveau du recrutement. Alors bien sûr, les diplômes, c'est pas moi qui vous dis que c'est pas important, j'en ai. mais je pense que c'est la personnalité des gens qui est importante. Aujourd'hui, il faut prendre des gens avec un caractère assez fort, parce que les difficultés sont quand même présentes, et je recrute beaucoup plus au feeling qu'au diplôme. D'accord. Donc écoutez, si nos auditeurs vous entendent, comment faire pour vous contacter? Écoutez, c'est très simple, il suffit d'aller sur notre site web potelux.com et voilà, vous aurez différentes offres, je crois, qui sont présentes sur le site, ou alors contactez notre service information et on vous diffusera les offres du moment. Très bien, merci beaucoup David Dayan pour ce partage et félicitations pour ce parcours et votre enthousiasme qui reste intact. Je reviendrai vers vous après avoir donné la parole à notre analyste Gérard Vespierre, parce qu'il y a une actualité que vous souhaitez commenter et que vous nommez, vous, la fracture européenne. Donc on pourra en débattre, vous pourrez en débattre tous les deux tout à l'heure. On fait une nouvelle pause et on se retrouve juste après. Magnifique. Écoutez, bravo, c'est une superbe réussite. C'est grand plaisir. Non, mais je crois que votre maître mot, c'est... En France, vous êtes
un représentant magnifique de l'initiative, de la mobilité, de l'intelligence, de l'adaptation. C'est ça, mais le maître mot, c'est l'adaptation. On est envié dans le monde entier. Oui. Le luxe, quand on dit luxe, on dit France. Donc, que ce soit de la nourriture, que ce soit n'importe quoi. On a, sauf en voiture. En voiture, on n'est pas voiture de luxe, et je sais de quoi je parle parce que j'ai une belle voiture de luxe, et elle n'est pas française malheureusement, mais c'est vrai que voilà, on est reconnu pour ça, et on parlait des restaurateurs, aujourd'hui, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Vous imaginez les gens comme Ducasse qui ont ouvert 20, 30 restaurants, tout est fermé. C'est Queen. Fat Bottom Girl. C'est fermé. Fermé. J'ai eu Alain Ducasse la semaine dernière au téléphone, il a fermé 16 établissements sur le terrain. Ah ouais. Imaginez financièrement. Donc non, c'est compliqué aujourd'hui. Il y aura des séquelles. Oui, bien sûr qu'il va y avoir des séquelles, bien sûr. C'est inévitable. Mais on doit reconnaître une chose, sans faire de politique, le gouvernement français a énormément réagi très très vite, au maximum de ce qu'il pouvait. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de solution miracle là. Non. Alors, personne ne pensait que ça allait durer ce temps-là. Personne. Moi, je ne croyais pas la deuxième vague. Oui, il y a un an, on ne croyait pas la deuxième vague. Oui, non, mais un an, ça a démarré tout doucement. Bon, voilà. Est-ce que la Chine aura un prix à payer? Bien sûr. Mais le problème de la Chine, vous le savez mieux que moi. Où est la vérité? Où est la vérité en Chine? Est-ce que le monde va regarder la Chine différemment? Moi, je pense que oui. Moi, je ne suis pas prêt d'aller déjeuner dans un restaurant ou dîner dans un restaurant chinois. Oui, ça faisait un moment, moi, que je n'allais plus. Oui. Non, mais je veux dire, bon, voilà, il y a un moment, il faut que le citoyen prenne une décision par rapport à des choses qui lui ont échappé jusqu'à présent. Or, si la Chine a été la cause de cette catastrophe, il faut qu'elle en paye le prix. Si nous, on a des petites manettes... Le problème, on ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est vraiment sorti du laboratoire de Wuhan? Oui. Que ce soit des laboratoires ou des animaux, ça vient de là-bas. Oui, mais est-ce qu'on met au pilori l'Afrique avec Ebola? Non. Oui, mais voilà. Il n'y a pas eu les mêmes conséquences. Il y a une volonté politique de cacher, c'est ça. Ah, là, non, mais oui, ça... C'est ça le drame. Non, que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois ou les Nord-Coréens, on sait très bien. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, chez moi aussi, Dubaï aussi, c'est du mensonge en permanence. Ah oui. Bien sûr. Pendant 46 jours, on a eu 1500 cas par jour. Toujours 1500 cas. Voilà. Vous savez, il y a une chose très très marrante. Il y a une chose très marrante à Dubaï, c'est que tous les matins je me lève, je prends la voiture et j'entends il fait 37 degrés, 38 degrés. Moi je regarde mon thermomètre, il fait 45, 47. Je dis qu'est-ce qu'ils disent? Et en fait, c'est la l'eau. Vous avez reconnu Queen, Fat Bottom the Girl. Nous revoilà au bar de l'économie sur Radio IDFM. Et c'est l'heure pour Étienne Barrier de Unique Production, notre expert en communication, de nous parler de sa chronique Google My Business. Bonjour Étienne, vous allez bien? Ils disent 37 degrés, parce que la loi veut qu'à 40, les gens n'aillent pas travailler. On a déjà parlé un petit peu de référencement, qu'il soit payant ou gratuit. Aujourd'hui, je vais vous parler de Google My Business. En fait, c'est la version la plus gratuite et la plus performante afin de travailler sur son référencement. Il y a plusieurs choses à cela. Tout d'abord, pouvoir renseigner des informations sur son entreprise, comme par exemple le mur, comme par exemple aussi les horaires d'ouverture. On peut également le mettre à jour très régulièrement, notamment avec nos contraintes de... On a une auditrice qui est très fidèle. Et elle dit quelle chance David d'avoir rencontré les bonnes personnes. Qui nous permettent du coup d'être mieux référencés sur Google. Mais une chose est primordiale et elle va vraiment faire sens par rapport à la concurrence, ce sont les avis de nos clients ou en tout cas des personnes qui nous connaissent. Il est très très important de pouvoir demander régulièrement des témoignages clients qui vont être inscrits directement par ses clients sur Google et pouvoir leur donner une note. C'est grâce d'un côté à ces témoignages qui vont attester de la qualité de notre service ou de notre produit, mais également par rapport aux notes que finalement l'internaute qui nous découvre par hasard pourra prendre une décision en notre sens ou pas. Il est donc très très important de pouvoir
le plus rapidement possible et sur la durée, instaurer des demandes régulières auprès de notre entourage, que ce soit nos clients ou nos partenaires, afin d'avoir de très bonnes notes et de bons commentaires. Prenons un exemple, par exemple, vous cherchez un restaurant, alors peut-être que ce n'est pas la bonne période, mais vous cherchez un restaurant pour manger, et bien votre choix sera rapidement fait entre celui qui a une note de 2 sur 5 par exemple, ou celui qui a une quinzaine d'avis, tous entre 4 et 5. La fracture européenne. Donc c'est très très important de pouvoir demander rapidement et régulièrement à ses clients des commentaires sur la plateforme. L'autre chose aussi qu'il va rentrer en compte, c'est qu'en cas d'un mauvais commentaire, d'une mauvaise note, plus vous avez de bonnes notes, plus vous avez de commentaires élogieux, et du coup, moins la mauvaise note qui sera seule va compter, pondérée par les autres, et au final vous aurez une très bonne moyenne. Donc c'est très important de pouvoir le faire et surtout de pouvoir contrôler son image. Voilà, la semaine prochaine, je vous parlerai un peu plus des avis clients qui peuvent être faits directement sur Google, mais également qu'on peut inscrire sur d'autres plateformes telles que LinkedIn. Très bonne journée. Vous êtes bien sur IDFM 98, Radio Anguin. Merci Étienne, à la semaine prochaine. Ce matin, au bar de l'économie, nous parlons distribution de parfums et cosmétiques à l'échelle internationale et analyse géopolitique des derniers événements marquants de janvier avec mes deux invités, David Dayan, président de Beauté Luxe, une entreprise leader dans la distribution de parfums et cosmétiques, et Gérard Vespierre, chercheur et conférencier en géopolitique, fondateur d'un média web indépendant, Le Monde Décrypté, à qui je vais donner la parole. Rebonjour Gérard et merci d'être avec nous également ce matin. En quelques mots, Gérard, puisque j'ai précisé que nos auditeurs vous connaissaient, mais pouvez-vous nous rappeler votre méthodologie sur la répartition des zones de crise ? Fondamentalement, j'essaye d'avoir une approche très factuelle, très concrète. Je considère que malheureusement en France, il y a une primauté de l'idéologie dans l'analyse géopolitique. Et donc à partir du moment où vous avez au préalable un biais dans votre analyse, les résultats et les conclusions sont elles aussi biaisées. Donc d'abord, l'important, ce qui est fondamental, c'est d'aller chercher les faits. Les faits essentiels, les faits qui ont un sens, les faits pertinents. Et c'est en les rapprochant qu'on peut effectivement avoir cette fois-ci une analyse et des conclusions qui sont concrètes et projectives. Et donc à partir de ces éléments-là, j'ai eu la vision de rapprocher la géopolitique de la géophysique, c'est-à-dire cette fameuse théorie de la tectonique des plaques, où la plaque continentale rencontre la plaque océanique et vous avez des tsunamis, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, etc. etc. Et donc, moi je vois que la géopolitique, ce sont effectivement des plaques qui se rencontrent. Une plaque de conflit de frontières qui va rencontrer une plaque économique, qui va rencontrer une plaque idéologique, qui va rencontrer une plaque religieuse, et tout à coup, voilà, des conflits naissent dans le monde. Et cette vision, donc, je l'ai architecturée en 4 arcs de crise. Un premier arc de crise, donc, en Asie, depuis la Corée du Nord jusqu'aux Philippines, où vous avez effectivement toutes les tensions économiques, les tensions politiques, les tensions de frontières, puisque vous avez la Chine qui réclame la souveraineté sur un grand nombre d'îles et d'îlots, et donc se confronte aux Philippines, à la Malaisie, au Vietnam, au Japon. Donc vous avez un arc de crise là, de 6000 km. Deuxième arc de crise qui est à peu près la même distance, 6000 km, c'est toute la frontière occidentale de la Russie. Il y a eu une guerre en Géorgie, les troupes russes sont toujours sur le territoire géorgien. Vous avez eu donc bien sûr l'annexion de la Crimée, vous avez l'occupation du Donbass, une partie de l'Ukraine, vous avez la tension auprès des républiques baltes. Donc vous avez à nouveau 6000 km de tension. Troisième arc de crise, bien sûr, le Moyen-Orient, depuis la frontière afghane jusqu'à Beyrouth. Et à nouveau à 6000 km.
Et quatrièmement, on a parlé de l'Afrique avec David tout à l'heure, et bien là aussi, vous avez la fameuse crise du Sahel, c'est-à-dire de la Mauritanie au Tchad, et vous avez 6000 kilomètres. Donc c'est ces 4 arcs de crise sur lesquels je pose humblement mon regard, et donc je serais ravi d'apporter quelques lumières et visions sur ces régions-là. Des zones de crise qui, après vos analyses, restent assez immuables? En tout cas, elles vont être pérennes, ces zones, sur la décennie 2020-2030. Je pense que la décennie 2020-2030 va nous surprendre. La décennie 2020-2030, et je ne fais pas référence à la situation difficile dont nous avons parlé autour du Covid et ses implications économiques, mais je crois que la tension va être vive dans la zone effectivement pacifique et asiatique. J'ai déjà dit il y a quelques années, j'ai échangé à ce sujet-là avec le directeur du cercle géopolitique de l'Université Dauphine, Bernard Guillochon. Je lui ai dit Gérard, de la tôle froissée. Il me dit, oh, j'adore votre expression. Ouais. Je pense qu'à un moment, des bateaux militaires, des unités militaires vont être très proches les unes des autres, qu'elles soient chinoises, américaines ou même internationales, parce que des bateaux français militaires importants, le Dixmude par exemple, des frégates, maintenant des sous-marins aussi, nucléaires, non porteurs d'engins, non porteurs de missiles, mais porteurs de missiles de croisière, bon, les fameux SNA, patrouillent aussi dans le Pacifique. Bon. Donc voilà, on a une tension qui restera permanente. Proximité aussi de crise en Russie. Oui. La Russie va nous étonner certainement dans les années à venir, parce qu'il y a un retournement économique depuis déjà quelques années, avec la chute des prix du pétrole. Et la Russie s'est enrichie pendant tout la première partie de la période Poutine, de 2000 à 2015, grâce à l'envolée du prix du pétrole. Je vais vous faire sourire, en 1999, juste avant l'arrivée de Poutine au pouvoir, le prix moyen du baril en 1999 était de 18 $. Et quand la crise justement du prix du pétrole a éclaté fin 2014, on était dans les 108-110 $. C'est-à-dire que voilà, les recettes pétrolières, gazières de la Russie ont augmenté par le prix de 6%, et comme ils ont produit 50% de plus, c'est-à-dire qu'ils ont multiplié par 10 leurs recettes. Ils ont renouvelé leur arsenal militaire grâce au pétrodollar. Donc, et cette fois-ci, on a une tendance complètement inverse. Les Russes sont dans la rue pour les motifs effectivement politiques, pour des motifs de justice, mais fondamentalement pour des motifs économiques. Et la grande révélation de ce week-end, ce n'est pas le nombre de Russes qui sont descendus dans la rue, c'est le nombre de villes qui ont vu des Russes dans la rue. C'est-à-dire que ce ne sont pas les grandes villes, voilà, Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est dans l'intégralité du pays. Et donc, Navalny est un problème sans solution. Navalny vivant, c'est un problème. Navalny mort, c'est un problème. Navalny en prison, c'est un problème. Navalny libre, c'est un problème. Oui, donc, voilà, on va voir des choses économiques et politiques en Russie. Et je crois que sur la région du Moyen-Orient, on parle beaucoup de l'Iran, on parle beaucoup des accords nucléaires, on parle beaucoup des capitales et de la géopolitique autour de l'Iran, mais on ne parle jamais des Iraniens. Et à la fin de la fin, ce sont les Iraniens qui vont avoir la parole, et ce sont les Iraniens qui vont avoir le dernier mot, et les Iraniens ne sont pas contents du tout. Les Iraniens sont en difficulté. On a un parallèle entre l'Iran et la Russie au niveau des difficultés économiques, politiques, sanitaires. Donc, l'avenir du régime iranien est en question. Si jamais il va y avoir, comme il y a eu en 1979, à nouveau un basculement, il ne faut pas oublier quand même que le guide suprême Khamenei est guide suprême depuis 32 ans, n'est-ce pas ? Donc voilà, il y a, et avant d'être guide suprême, il était président de la République.
pendant 7 ans. C'est-à-dire que si vous avez 40 ans en Iran, vous n'avez connu que ce monsieur-là. Et au nom de la dynamique humaine, eh bien, à un moment, le couvercle saute de la marmite. Oui, avec des méthodes qui étaient reprochées à l'époque au Shah, mais qui finalement, c'est autre chose, mais c'est aussi répressif. Voilà, un régime absolu est un régime absolutiste, Ouais. et donc la SAVAK sous le Shah s'appelle maintenant la VEVAK. Vous voyez, il n'y a pas de grande différence, les méthodes sont les mêmes, et même avec les gardiens de la Révolution, il y a 150 000 gardiens de la Révolution qui ont une armée de terre, une armée de l'air, qui ont aussi des batteries anti-aériennes. D'ailleurs, ce sont eux qui ont abattu le Boeing ukrainien au mois de janvier l'an dernier avec 179 morts. Mais s'ils sont 150 000, il y a 82 millions d'Iraniens. Donc à un moment, la rue pourra donner son verdict. Alors, je voudrais qu'on revienne, vous parlez de la Russie. Est-ce que ce que vous nous dites est aussi exacerbé par enfin, vous supposez, vous, qu'il va y avoir un changement de pouvoir dans les années à venir par rapport à Poutine? Alors, c'est une question intéressante. J'ai commis un article dans la Tribune il y a quelques petites semaines qui s'appelait Moscou, que s'y prépare-t-il? Donc effectivement, il y a un certain nombre de signaux. Il y a eu un certain nombre d'articles qui sont parus dans les revues internationales sur la santé du président russe, qui a à un moment effectivement pris un peu de poids. Donc on a vu des mains peut-être un peu moins stables. Oui. Donc il y a eu des hypothèses de début de Parkinson, et que donc la prise de poids était liée à des traitements. Voilà, c'est une hypothèse. Et si vous rapprochez les faits, comme je disais tout à l'heure, il a fait un remaniement gouvernemental il y a quelques semaines aussi. Il a remercié un certain nombre de ministres, donc dans l'équipement, dans le transport, etc. etc. Le ministre du pétrole est devenu Premier ministre. Bon, il y a eu un certain nombre de changements. Le plus grand changement, c'est effectivement le fait que maintenant les présidents et anciens présidents sont complètement inattaquables sur le plan juridique, n'est-ce pas, en cas de corruption. Oui. Or, quel est d'attaque politique de Navalny, la corruption. C'est la corruption, bien sûr. Ouais. Revenons à l'Iran. Le 4 janvier, Téhéran fait l'annonce d'une reprise de ses activités d'enrichissement en uranium, en dépit de l'accord lui interdisant. Et donc, concrètement, que faut-il en penser? Alors, de cette annonce? Je pense que le premier niveau d'analyse, c'est celui de la communication. C'est d'abord un acte de communication interne et externe. Je veux dire par là que le 4 janvier, l'Iran a donné son intention, a exprimé son intention d'augmenter à 20% l'enrichissement d'uranium. Donc on n'a pas dit que les centrifugeuses avaient commencé à produire à ce niveau-là. Donc voilà, il faut être très très prudent déjà dans l'analyse des mots. Voilà, et déjà lire les lignes. Oui, déjà lire les lignes. Et donc c'est un effet d'annonce, et c'est aussi une stratégie de négociation, parce que le fait de dire finalement je ne le fais pas, ça donne le fait de reculer, mais finalement vous ne reculez pas puisque vous ne l'avez pas fait. Donc il y a aussi de l'habileté de négociation dans l'air, et donc c'est une annonce aussi, je disais tout à l'heure, intérieure, qui est destinée à rassurer et à calmer l'aile la plus radicale du régime, en disant voilà, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la communauté internationale, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, et donc on avance nos propres pions, mais avec d'infinies précautions. Tous les changements qui ont été faits dans le domaine nucléaire par les Iraniens, ces changements, je les ai appelés la stratégie des petits pas. Bon, on est passé d'un taux d'enrichissement de 3,5 à 4,6. On est passé d'un stock d'uranium de quelques centaines de kilos à 450 kilos. On est passé, voilà. Il y a eu des avancées toujours très, très, très mesurées, de façon à ne pas franchir des seuils qui amèneraient le reste de la communauté internationale, et en particulier donc Bruxelles, l'Europe,
à se rapprocher, parce que les points de vue sont déjà très proches entre l'Europe et les États-Unis sur la question iranienne. Ce qui diffère, c'est les actions, mais la vision est très proche. Donc plus les Iraniens durciraient leur position, plus les Européens se rapprocheraient du point de vue de Washington. Oui, bien sûr. Donc pour vous, ça reste une campagne de chantage nucléaire? De négociation, tout se finira autour du tapis vert, et il faut regarder un petit peu l'histoire passée. Les précédents accords, donc du 14 juillet 2015, ont mis à peu près 2 ans et demi à s'établir. Donc voyez-vous, à nouveau, il ne se fera rien dans la précipitation. Washington a déjà annoncé qu'il voulait un accord plus large et donc plus pérenne dans le temps. Donc ça va prendre du temps. En décembre, toujours sur l'Iran, vous nous avez parlé de la jeunesse qui était en colère contre son régime, et qu'il y avait beaucoup d'attentats quotidiens, mais que les médias ne relayaient pas. Et vous, comment êtes-vous au courant de ces attentats? Bien, je suis sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Ah oui. Et donc, alors ça c'est premièrement, et deuxièmement, j'ai effectivement des relations, des contacts avec un organisme qui n'est pas connu en France, et pourtant il l'est en France. Cet organisme s'appelle le CNRI, le Centre National de la Résistance Iranienne, qui est dans le Val d'Oise, qui est à Auvers-sur-Oise, ah oui. Donc voilà, depuis de très nombreuses années. Et donc, un des organismes les plus importants à l'intérieur de cette structure, ce sont les combattants du peuple iranien, les moudjahidines du peuple iranien. Combattants, c'est la traduction du mot moudjahidine. Et donc, leur réseau est historique. C'est un mouvement qui est présent en Iran depuis les années 50. Donc, ils ont une présence iranienne. Ils ont contribué au renversement du Shah, et après, il y a eu un divorce entre eux et la branche religieuse représentée par Khomeini. Mais ils ont une structure, ils ont une existence. Alors, on peut critiquer leur point de vue, on peut critiquer leur légitimité, mais ils existent. Et donc, ils forment... Ils fournissent des informations. Ils fournissent des informations, et c'est eux aussi qui structurent la résistance à l'intérieur du pays, entre autres. Et donc, il ne faut pas oublier, alors ça c'est un autre point de vue, que l'Iran est une mosaïque, n'est-ce pas? Il y a une province de l'Iran, tout à fait au nord-ouest, qui s'appelle l'Azerbaïdjan. Oui. Ce n'est pas le pays, c'est le nom de la province iranienne. Bon. Donc vous avez une grande présence kurde, vous avez une grande présence kurde en Iran, et puis après, sur la partie orientale, vous avez les Baloutches. Donc vous avez une différenciation des populations iraniennes qui peut aussi créer un mouvement de révolution, de révolte, parce qu'il y a des intérêts différents, des cultures différentes. Un des plus grands attentats qui a été commis il y a quelques années était dans la région effectivement kurde, et j'ai oublié de mentionner la population arabe, tout ce qui est proche de l'Irak et de Bassora, donc la continuation vers l'Iran, c'est une population arabe. Donc voilà la mosaïque iranienne, donc il peut être aussi autant de ressorts vers une révolte possible, et donc les images qui sont disponibles, et je dis bien les images, il n'y a pas que des photos, il y a des vidéos qui sont disponibles tous les jours, montrent la destruction des portraits géants du guide, vous savez, des grands panneaux de 4/5 là. Eh bien, quand vous êtes un jeune Iranien et que vous avez l'estomac le soir, la nuit, de mettre le feu à ce genre d'installation, c'est-à-dire que vous mettez votre tête sur le billot. Ah oui, complètement. Donc, ça veut dire que si vous êtes prêt à faire ça, ça donne un niveau, un degré de désespoir et d'engagement d'une partie de la jeunesse. Donc, les portraits aussi du fameux général Soleimani, il ne faut pas croire que c'est un demi-dieu. Beaucoup ont aussi sauté de joie
quand les États-Unis l'ont éliminé à Bagdad, voilà. Même en Irak même, j'ai des vidéos de la population irakienne dans les rues la nuit, quelques heures après cet événement, sautaient de joie avec d'énormes drapeaux. Bon. Donc voyez-vous, il faut être effectivement très très prudent, recevoir l'ensemble des informations à nouveau, des informations de base, pour avoir le jugement le plus global et concret et réaliste possible. Tout prendre en compte toujours. Alors, on passe aux États-Unis. Le 6 janvier, des dizaines de militants trumpistes forcent le Capitole pour empêcher le Sénat et la Chambre des représentants de certifier la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Vous, Gérard Vespierre, quel a été votre sentiment à l'instant T de cette... Je pense que mon sentiment a été celui exprimé par le monde entier. C'était un sentiment d'effarement. Alors, effectivement, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est toujours à nouveau l'observation visuelle et l'observation auditive. Et qu'est-ce qu'on a vu? Et je ferai un parallèle avec la couleur d'un certain nombre, d'un gilet, qu'on a vu en France il y a un an. Aux États-Unis, au Capitole, il y avait beaucoup de drapeaux. Il y avait des drapeaux américains. Les manifestants sont rentrés avec le drapeau américain. Et quand vous écoutez attentivement ce qu'ils disaient, pour un certain nombre d'entre eux, we, the people, nous les gens. Donc, voyez-vous, c'est notre maison. On n'est pas là pour saccager ou pour mettre le feu, pour détruire, etc. Bon, bien sûr, il y a eu quelques exactions, mais fondamentalement, le cœur du mouvement était un mouvement national, et comme si des gens qui ont été maltraités par l'économie depuis des années, eh bien, finalement, voulaient une revanche et imposer leur point de vue. Donc, c'est un mouvement aussi à prendre en considération dans ses motivations, qui n'est pas un mouvement de destruction, c'est un mouvement d'affirmation, dire ne nous ignorez pas. Et c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment vu et communiqué. Bon, c'était quand même une foule chauffée à blanc par Trump. Absolument. Et j'ai revu, pas plus tard qu'hier, le discours sur CNN d'ailleurs qui présentait à nouveau le discours de Trump, qui va poser problème et qui va être un des éléments clés de l'analyse que le Sénat américain va devoir faire dans la procédure d'impeachment, maintenant que donc la procédure de la Chambre des représentants a été communiquée au Sénat. C'est le Sénat qui va avoir à statuer, et ce discours, effectivement, quand on l'écoute avec beaucoup d'attention, est un discours d'incitation. Et ça va être un élément pour le Parti républicain d'une très grande douleur. Quand vous regardez les sondages qui sont faits depuis quelques jours aux États-Unis, le rating de Trump est à peu près à 34-35%, ce qui n'est pas négligeable, mais ça veut dire que par rapport à l'équilibre américain de 50-50 entre démocrates et républicains, eh bien, vous avez un tiers du Parti républicain qui n'est pas là. Un tiers du Parti républicain qui dit non, effectivement, les options de Trump ne sont pas convenables. Donc ça va se traduire à l'intérieur du Parti républicain. Bien sûr, et là, régler leur compte. Voilà, ça va être douloureux. Bon, je pense qu'il va y avoir certainement des arrangements, mais ça va être vraiment particulièrement intéressant à suivre. Je n'ai jamais cru que Trump allait gagner. Ça fait depuis 2018 que je disais qu'il allait perdre, parce qu'il avait déjà perdu contre Hillary Clinton, n'est-ce pas? Le vote populaire a été négatif pour lui. Il a perdu contre Clinton de 2 900 000 voix, n'est-ce pas? C'est leur mode électoral qui est tout à fait respectable, parce que le constitutionnalisme américain a été particulièrement pointilleux et sourcilieux sur la structure fédérale de l'État. Donc il faut qu'un minimum d'État donne son aval au président, au candidat, pour qu'il soit élu président de la République.
président des États-Unis. Donc, et c'est cette pondération qui lui a été favorable. C'est arrivé 3 ou 4 fois dans l'histoire américaine en plus de 200 ans, donc voilà, c'est pas énorme. Mais politiquement, il n'était pas majoritaire. Donc comme il avait perdu la Chambre des représentants au mi-terme de 2018, vous voyez, la pente était négative. Et comme il a fait un certain nombre d'erreurs vis-à-vis d'un certain nombre de populations, les militaires en particulier, il a fait des promesses exorbitantes aux mineurs. Quand vous regardez la production de charbon aux États-Unis, elle a continué à baisser. Parce que qu'est-ce que vous dit Wall Street? Wall Street vous dit, si vous voulez perdre de l'argent, investissez dans le charbon, n'est-ce pas? Donc voilà, ça ne pourra pas revenir. Et donc à un moment, ces gens-là se sont sentis floués. Donc voilà, il y a eu un tas de populations comme ça, de segments politiques, si vous voulez, qui n'ont pas pu revoter à nouveau Trump. Et cette fois-ci, ça a été 8 millions, alors en plus avec un taux de participation important. Donc je ne crois pas à son avenir, je n'ai pas cru à son futur politique pour 2020. Je ne crois pas à son avenir politique pour 2024. Pour moi, la grande page est tournée. Oui, mais malgré tout, la procédure d'impeachment pourrait aboutir. Ça va être très intéressant. Tout repose sur les épaules du Parti républicain. Le patron de la minorité maintenant républicaine, Mitch McConnell, va avoir une position, une stratégie à définir particulièrement intéressante. Gérard Vespierre, un autre sujet dont j'aimerais que vous nous parliez, c'est le 20 janvier, après avoir disparu depuis fin octobre, après avoir critiqué le gouvernement chinois, Jack Ma, le patron d'Alibaba, l'Amazon chinois, fait sa réapparition dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Alors, nous disions que la dette des ménages chinois, vous nous disiez ça en décembre, s'envolait depuis plusieurs mois. Et un des reproches faits au groupe de Jack Ma est justement son activité de prêt en ligne. Est-ce que vous pensez que cette disparition peut être assimilée à une purge? Oui. Oui. Mais avec un recul global et une analyse de la stratégie, du comportement, des choix du Parti communiste chinois, du gouvernement chinois, du président Xi. Il y a 2 axes fondamentaux. Un axe discipline absolue. Oui. Donc on a tous en mémoire, nous avons le permis à points, eux ils ont un permis civique à points. Donc les reconnaissances de faciès, les reconnaissances, les suivis dans la rue, vous jetez un papier éventuellement par terre ou vous traversez au feu vert, bon voilà, vous perdez des points. Donc, il y a combien de points dans ce permis? Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, je ne suis pas chinois. Non, ceci pour vous dire qu'on est bien sûr dans une situation chinoise totalement du contrôle. Et donc dès que vous sortez du contrôle, dès que vous sortez de la ligne, eh bien, vous êtes sous les projecteurs. Et c'est le deuxième volet, après la discipline, c'est la lutte contre la corruption, qui est son pendant. La corruption auprès des grands dirigeants, des grandes entreprises. Et donc, il y a eu des arrestations, il y a eu déjà des exécutions de grands dirigeants de compagnies d'assurance, etc., qui se sont enrichis. Donc, dans le cas de Jack Ma, l'axe a été peut-être plus, non plus dans l'enrichissement, mais dans la critique politique. Et là aussi, voilà, on n'est pas dans la ligne du Parti communiste chinois. Donc, son retour n'est que virtuel. C'est une vidéo, n'est-ce pas? On ne l'a pas vu dans une conférence, on n'a pas vu. C'est orchestré par le pouvoir, vous le pensez? Voilà, c'est une façon de dire on a toutes les clés, c'est nous les maîtres du jeu, n'est-ce pas? On fait disparaître, on fait réapparaître quand on veut. Donc c'est aussi un enseignement pour l'ensemble des grands dirigeants économiques et politiques chinois. Il n'y a qu'une seule voie, qu'un seul parti. Et peut-être que dans les années à venir aussi, dans la décennie suivante, il y aura des problèmes en Chine de par ce monolithisme. Ce monolithisme chinois finira par
poser des problèmes au pouvoir, au système, parce qu'à partir du moment où vous avez enrichissement, à partir du moment où vous avez un individualisme par l'argent qui commence à se créer, vous avez aussi un individualisme de pensée. Et donc, il faudra s'attendre à un choc. Alors, je ne sais pas quel sera le vainqueur, le parti ou le peuple, mais il y aura forcément un choc entre ces deux tendances, entre le système et l'individualisme. Ce qui va faire la tôle froissée dont vous nous parliez tout à l'heure. À l'intérieur du pays, cette Oui, fois-ci. oui. Et alors, juste une question, est-ce que vous pensez que cette disparition de Jack Ma, même si vous dites qu'il y a eu d'autres disparitions, est-ce que ce n'est pas une démonstration de force à l'intérieur de la Chine, mais face aussi à l'erreur du fait que la Chine a caché le Covid? Est-ce que c'est pas aussi... Non, je pense que ce sont deux dossiers complètement différents. Si la Chine avait à refaire l'histoire du Covid, je pense qu'elle le ferait exactement de la même façon. C'est sa façon de se comporter, de contrôler. À partir du moment où les instances du parti n'avaient pas reconnu l'épidémie, personne n'avait le droit d'en parler. Et le premier qui en a parlé officiellement, qui était d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, un ophtalmologiste, Li Wangliang, eh bien, c'est lui qui, au mois de décembre 2019, a été le premier à dire « Je vois des patients qui toussent de plus en plus, il y a un problème ». Eh bien, il a été arrêté, et malheureusement, il est décédé quelques semaines après du Covid, n'est-ce pas ? Donc là, tout ce qui n'est pas reconnu par le pouvoir, par le Parti communiste chinois, n'existe pas. Merci Gérard Verspierre pour tous vos éclairages. Je rappelle que vos analyses peuvent être suivies en s'abonnant à votre site. Et c'est gratuit. Vous nous rappelez son adresse lemondedécrypté.com, donc www.lemondedécrypté.com. C'est ça, il suffit de s'abonner, mais c'est gratuit. Voilà. Alors je voudrais revenir à la question dont voulait nous parler David Dayan et dont vous pouvez débattre tous les deux, c'est cette fracture européenne. Qu'est-ce que vous entendez par là, David Dayan? Écoutez, moi qui suis plus dans l'économique, mon cher Gérard, je vois quand même que la grande Europe, celle dont on rêvait, celle du général de Gaulle, aujourd'hui, elle est quand même chancelante. Je pense que vous avez, comme moi, l'habitude des meetings, des réunions, et de mettre 27 personnes de nationalités différentes autour d'une table. Et c'est toujours très compliqué. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec la Covid? Et j'en parlais hier avec une amie, Isabelle pour ne pas la citer. Aujourd'hui, le nationalisme reprend ses droits dans chaque pays. Chaque pays ferme sa frontière, chaque pays fait des choses qui lui sont propres par rapport à son histoire, par rapport à sa culture. Et on se rend compte que l'Europe, alors le seul couple, on va dire, qui marche à peu près, c'est le couple franco-allemand. Ouais. Mais l'Europe telle qu'on aurait pu l'envisager, avec une unité sur les taxes, sur les TVA, sur les exportations. Alors on a réussi à faire le libre-échange de marchandises et de circulation de personnes. Mais on voit bien que la première chose qui est aujourd'hui mise en exergue, c'est au premier problème et gros problème, tous les pays reprennent la main sur leur économie, sur la circulation. On l'a vu encore avec Trump et les champagnes et les spiritueux français. On l'a vu de tous les côtés. Il y a aujourd'hui, je dirais, un renfermement national de chaque pays. Et ça, il est vrai que pour nous, ça nous attriste. Ouais. Parce que l'Europe était un vrai projet et on y croit dur comme fer, mais on peut se rendre compte qu'économiquement, et on le voit encore avec la sortie de l'Angleterre et du Brexit, on voit qu'économiquement, elle sera très très difficile à réaliser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mon cher Gérard. Il y a eu et il y a un rêve européen. Et donc, la difficulté et les propos que nous venons d'entendre de la part de David, c'est d'essayer de voir où sont les réalités et les possibles par rapport aux rêves. David a évoqué le général de Gaulle.
le général de Gaulle, vis-à-vis de l'Europe, parlait volontiers de l'Atlantique à l'Oural. À ce sujet, je pense que si on regarde la situation actuellement, on a tendance à pouvoir dire que nous avons une proximité géographique avec la Russie. Est-ce que nous avons une proximité historique? Est-ce que nous avons une proximité politique? Est-ce que nous avons une proximité de système? Nous l'avons eu au XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà. Mais parce qu'il y avait effectivement un tsar, parce qu'il y avait des rois, et que bon, même s'il y avait un empereur français qui était un petit peu velléitaire, est allé mettre ses bottes à Moscou. Mais, donc voilà, on avait une continuité politique qui a disparu avec la parenthèse communiste, et donc la Russie qui a succédé à l'URSS, la Russie actuellement, est complètement imbibée de la structure et de la pensée soviétique. Poutine est né sous Khrouchtchev, il est allé à l'université sous Brejnev, voilà, donc il est membre du KGB, on est dans la continuité de la primauté du système militaro-industriel russe, anciennement soviétique. Bon, donc il y a eu le rêve gaulien et puis la réalité du terrain, si je puis dire. Et vis-à-vis donc de la situation actuelle, on a eu aussi un rêve européen, bon, d'avoir une unité. On a même travaillé, le président Giscard d'Estaing s'est complètement investi à une constitution européenne. Bon. Donc voilà, il y a eu un rêve et puis après il y a eu les réalités. Mais comme le disait très bien David, 27 personnes, et 28 avant, c'est compliqué. Et on a l'exemple des 50 États américains, c'est toujours aussi compliqué. Pourtant, ils sont dans l'unité culturelle. Nous sommes dans la diversité culturelle. Oui, donc, eux, ils sont en fédération. Voilà, et donc ils ont une langue commune, ils ont une nation, c'est un pays. Bon, nous avons 27 pays, c'est quand même beaucoup plus. C'est un défi, c'est historique. Ce que nous essayons avec notre culture occidentale, judéo-chrétienne, de faire sur donc cette partie du monde ne s'est jamais fait ailleurs et à aucun moment de l'histoire. Jamais autant de pays se sont réunis pour un projet économique et politique. Bon. On a une agence spatiale européenne, on a des forces d'intervention militaire européennes, on a pour un certain nombre de pays une monnaie commune. Quand on parle du rêve et de la réalité, si on donne un petit peu un coup de plumeau et on se dit voilà, il n'y a plus d'euros, il y a le franc et le mark. Chers amis, pendant les 53 ans... Ça, c'est pas possible. Ça fait une révolution. Pendant les 53 années de l'euro et du mark, nous avons dévalué, je ne sais pas, 12-13 fois. Ouais. Et quand j'entends parler, j'en ai la chair de poule, des dévaluations compétitives, n'est-ce pas, par certains membres d'un certain parti politique à la droite de l'échiquier. Mais c'est une folie, ça n'existe pas. Parce qu'on a l'exemple en France. On a dévalué, mais ça ne nous a pas été très très profitable. Nous ne sommes pas devant l'Allemagne, n'est-ce pas? C'est l'Allemagne qui est devant nous. Donc la dévaluation compétitive, ça n'existe pas. Donc c'est au contraire l'appauvrissement des épargnants. Bon. Alors, on le voit bien en Angleterre, on va nous parler du Brexit, la livre anglaise a perdu 20% depuis 2015. Et maintenant, on voit des Anglais qui habitent en France, qui viennent passer leur retraite, qui ont acheté des maisons, mais qui doivent revenir en Angleterre, parce que leur pension, comme ils disent, leur retraite, a baissé. A fondu comme neige au soleil. De 20%. Bon, donc 20-25%, c'est beaucoup dans un revenu, n'est-ce pas? Donc voilà, même s'ils ont bien fait d'acheter en France, parce que bon, ils vont, cette fois-ci, leur épargne foncière immobilière, convertie en livres, va être plus avantageuse. Mais en termes de revenus, c'est difficile. Donc voilà, il y a eu un apport européen exceptionnel. D'abord, l'institution existe, la monnaie, pour un grand nombre de pays des 27 est commune. Nous avons un regard commun
et effectivement des négociations, comme David l'évoquait, vis-à-vis des États-Unis. C'est pas Paris, Londres, maintenant on met une croix sur Londres, mais Paris, Berlin et La Haye vis-à-vis, chacun séparément vis-à-vis de Washington. C'est Madame von der Leyen, c'est voilà, qui va discuter, comme on l'évoquait tout à l'heure, des problèmes de taxes douanières et de chicaya. Merci Gérard. Je voulais juste poser la question à David Dayan, justement, ce Brexit, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur votre entreprise? Bah écoutez, beaucoup. Oui. Beaucoup. Les aéroports londoniens étaient très De importants, formidables clients, on va oui, dire. oui. Voilà, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une certaine guerre économique qui va démarrer, hein, on ne se fait pas d'illusions. Ça a commencé, les routiers sont bloqués aujourd'hui dans les deux côtés de la Manche. Non, ça va être très compliqué à mettre en place et je me demande, aujourd'hui l'Écosse essaye de tirer son épingle du jeu, donc je pense que ça va être un gros problème pour l'Angleterre, pour le Royaume-Uni. Je pense que ça va être un vrai problème, mais ça va également être un problème pour l'Europe, parce que le Royaume-Uni est un vrai partenaire. Oui. On peut se poser la question s'il n'y aura pas un royaume des unis. On est tout à fait d'accord. Oui. Un royaume des unis parce que effectivement même l'Irlande pose problème et l'Écosse. Donc il y a eu une machine à retardement, une explosion qui s'est produite en Angleterre. C'était un pari fou qui s'est révélé être un pari perdu par Cameron. Donc les conséquences ne sont pas encore calculables. Et surtout avec un Boris Johnson qui est quand même un opportuniste de première classe, il faut appeler un chat un chat, je ne vois pas un avenir radieux en Angleterre. Est-ce que ce ne sont pas les cigales du Sud, avec leur laxisme budgétaire, qui ont fait peur aux fourmis du Nord? Pas vraiment. Je pense que le plombier polonais a davantage été agité et je crois que ce sont des mensonges d'État. Ce ne sont pas des fake news. Là, quand vous avez eu des images d'un Boris Johnson suspendu par la ceinture à une grue avec un casque de BTP sur la tête, ce sont des images incroyables, et que ce monsieur disait mais nous allons récupérer 30 milliards d'euros et donc 33 milliards de livres par an, etc. Mensonge. On arrive à la fin de l'émission. David Dayan, que faut-il vous souhaiter? Bah écoutez... Des passagers. Non, mais d'abord, voilà, on trouve très rapidement un vaccin universel pour le Covid et toutes ces variantes. Je crois que c'est la première chose, c'est la santé des gens qui est important. Je crois qu'il faut rester optimiste. L'être humain a cette chance-là, c'est de pouvoir s'adapter. Donc je pense que pendant un certain temps, on va devoir s'adapter, et tout le monde, mais je pense qu'on reviendra à une vie, ça nous aura peut-être servi de leçon sur beaucoup de domaines, je pense que Gérard est d'accord avec moi. Mais voilà, moi je suis d'un optimisme je rejoins inconditionnel. Voilà, à toute épreuve, on s'adapte, on travaille et surtout voilà, que tout le monde puisse revenir à une vie normale et surtout qu'on puisse continuer à sauver des vies. Merci David Dayan pour ce formidable message. Merci de m'avoir reçu. Gérard, vous laissez porter par le flot des informations? Absolument, elles arrivent régulièrement, tous les jours. Je passe beaucoup de temps effectivement à enrichir mon nuage, mon cloud de dizaines d'articles et d'observations. Merci beaucoup, merci à nos fidèles auditeurs, merci à Philippe pour la technique. Je vous retrouve mardi prochain, 2 février 2021. Demain à 9h30, c'est Florence Sueur qui animera le bar de l'économie. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. C'est la famille de Philippe? C'est la famille de Philippe Sueur? Oui, c'est son épouse. C'est son épouse? Oui. Ah, mais je connais bien, on se tutoie. Ah oui? Ouais. On était l'équipe UDF. Ah oui? C'était une autre vie. Elle passe bien votre voix.